bonjour, merci d'être là pour cette nouvelle partie du forum de la rentrée littéraire de Livre Hebdo que j'ai le plaisir d'animer avec Laure Adler. Bonjour Laure. Bonjour Jacques, je vous annonce une grande nouvelle. Je pense que l'année prochaine, nous allons faire la première partie de l'Olympia et non pas le marathon littéraire de Livre Hebdo. J'ai déjà le micro. C'est Britney Spears qui me l'a prêté. Je pense qu'on est bien Vous parti. garderez. Merci aux libraires, aux journalistes, aux influenceurs qui sont dans la salle avec nous. Merci aux libraires, aux éditeurs, aux éditrices et à tous ceux qui nous suivent sur leur écran. Pour cette nouvelle partie, nous allons recevoir 3 éditeurs importants en cette rentrée, avec Maud Simoneau qui représente les éditions du Seuil, Alice Dandinier des éditions Robert Laffont et Philippe Robinet des éditions Calman-Lévy. Par où commencer, c'est toujours la question, mais je dois dire que je suis assez tenté de vous parler tout de suite d'entrée du livre d'Aurélien Bélanger, puisque c'est un livre qui sort à la rentrée, qui parle de politique, de métapolitique, de l'histoire des idées politiques en France, comme sait le faire Aurélien Bélanger. Et le titre est incroyable, puisque aujourd'hui il paraît presque plus d'actualité, mais à la rentrée il le sera peut-être à nouveau. Il s'appelle « Les derniers jours du Parti socialiste ». Alors c'est quoi ces derniers jours du Parti socialiste? Mais oui, moi aussi, au moment où on nous a annoncé la dissolution, j'avais l'impression d'être dans une coda de son livre. Et il est terriblement d'actualité. C'est un livre qui ne parle pas que des derniers jours du Parti socialiste, mais de la montée de l'islamophobie en France, des dérives fascisantes, et qui raconte juste de la part d'Aurélien Bélanger, qui a toujours été un chroniqueur de la vie politique, qui raconte une colère citoyenne. Il appartient à la même génération que moi, donc une génération née avec Mitterrand, et qui a toujours pensé que le PS était là pour toujours, qu'il y avait cette bipartition de la société française, la gauche, la droite, et que ça serait là ad vitam aeternam. Et puis voilà, ce qui s'est passé, l'effondrement de la gauche, il l'analyse, mais à sa manière, c'est-à-dire comme un romancier. Il invente pour ça un personnage, une espèce d'apparatchik, un second couteau du PS. Et puis, parce que c'est Bélanger, 2 philosophes qui vont, chacun à leur manière, participer à la dégradation des idéaux de la gauche. Alors moi, ce qui m'a frappé à l'intérieur de ce livre extrêmement attendu et très roboratif, c'est la puissance de l'écriture d'Aurélien Bélanger, parce qu'à travers la fiction politique qu'il organise, il met en scène quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est effectivement la citoyenneté de chacun. Il met en scène aussi l'ironie par rapport aux politiques et dimension, à mon avis, essentielle pour réfléchir, non pas en termes de 15 jours d'élections législatives, mais en termes de temporalité plus longue et pas seulement pour la prochaine présidentielle, la perte de pouvoir du politique à l'intérieur de nos existences. Oui, il y a des gens qui ont pensé qu'il attaquait la gauche, mais ce n'est pas du tout ça le projet. C'est quelqu'un de toute façon qui est irrévérencieux. Il s'attaque au pouvoir, mais de manière globale à travers tous ses romans. Et là, ce qu'il a voulu dire, c'est que les analyses n'étaient pas forcément... les constats n'étaient pas forcément les mauvais constats, mais que c'est les analyses qui en étaient faites qui étaient délétères. Et ça, il le voit de l'autre côté du décor. Je trouve que son pouvoir de romancier, avec ce léger décalage par rapport à la réalité, cette légère dystopie, c'est de nous pousser, nous, quand on lit, à réfléchir. C'est complètement vertigineux. Parce que ce petit décalage fait tout. Ce qui est assez intéressant, effectivement, dans ce livre, c'est que Aurélien Bélanger appartient à une certaine gauche, on ne va pas définir, ce n'est pas la question, ces personnages sans doute à une autre, et que tout est écrit du point de vue de ces personnages et qu'on est très troublé, on ne sait plus ce qu'on pense, on se dit « Ah oui, moi je suis très laïque. Ah non, je suis quand même très universaliste. Ah non, quand même, oui, il y a des choses woke avec lesquelles... » Et il nous perd et nous retrouve constamment et finalement, on fait son parcours politique en lisant ce livre, il m'a semblé. Avec une ironie très forte, qui teinte l'écriture de Bélanger depuis longtemps, mais qui là est particulièrement appuyée. Et puis, ce qui est frappant aussi, c'est la dérive des personnages. C'est-à-dire des gens qui nous servaient de repères, on les a tous eus, ces repères-là, et puis qui évoluent. Et on n'a pas forcément vu leur évolution dans ses prémices. Et quand on les découvre, c'est un choc pour nous tous comme citoyens aussi.
J'avais envie d'enchaîner, peut-être que c'est un enchaînement un petit peu pessimiste, mais avec le livre de Clémence Boulouc, Le scintillement du crépuscule, puisque c'est un livre éminemment politique, et en même temps, c'est un pas de côté en matière de politique, puisqu'on croit Stefan Zweig avec Salvatore Dali, qui vont chez Sigmund Freud. Ils sont reçus d'ailleurs par Anna Freud, qu'on a croisé ce matin dans un autre livre. Et on est en 1938 et ils vont parler de l'avenir. Donc voilà, je ne sais pas si c'était très gai, mais je crois que c'est des questions qu'on se pose en ce moment. Oui, c'est excellemment résumé, Jacques. Le livre de Clémence Boulouc, donc, qui s'appelle Le sentiment des crépuscules, est un livre moi, qui m'a bouleversée et qui est une espèce de condensé des préoccupations littéraires, artistiques de Clémence pour les lectrices et les lecteurs qui la connaissent. Et en fait, elle est effectivement partie d'une scène qui s'est vraiment produite, qui a eu lieu en juillet 1938 à Londres. Donc il faut avoir en tête que l'Anschluss a eu lieu. Les nazis ont envahi l'Autriche et Vienne. Et à Vienne, il y avait notamment Sigmund Freud qui, du coup, s'exile et il sait qu'il est au soir de sa vie. Il y retrouve Stefan Zweig, qui est entre deux, en route vers les États-Unis. Il y a un jeune impétrant, un jeune ambitieux, qui se moque pas mal du désordre du monde, qui s'appelle Salvador Dali et qui rêve de rencontrer Freud. C'est Zweig qui fait l'intermédiaire. Et dans cette rencontre qui a réellement existé, Clémence raconte les préoccupations politiques, artistiques, intimes de chacun. Ce sont des êtres de chair. Et c'est Anna Freud qui les accueille. Anna Freud qui est un personnage vraiment bouleversant. Et enfin, Salvador Dali est accompagné de Gala Dali, sa femme, qui pour le coup est un personnage particulièrement antipathique, mais assez romanesque. Et Clémence est dans cette préoccupation de la veille de la guerre, la veille de la fin de la civilisation. Et on voit que Zweig et Freud sont un peu dans le monde d'hier, pendant que Dali est dans le monde de demain. Et c'est un roman assez bref, qui fait tout juste 200 pages, mais qui condense un événement de notre siècle, une heure de notre siècle qui est très importante et qui réunit trois géants. Enfin, on l'aurait voulu qu'on l'aurait pas fait mieux. Freud, Zweig, Dali, trois générations. Et je trouve que aujourd'hui, c'est très bouleversant aussi parce qu'elle parle bien de la préoccupation de Zweig et de Freud de se faire comprendre, eux qui sont de langue allemande, mais juifs, qui ont fui. Mais à l'extérieur, dans Londres, on peut les regarder un peu étrangement. Et il y a une espèce de souci, de préoccupation du lendemain qui est très forte. Et ce qui est pour finir sur une note un peu positive, ce qui est amusant, c'est de savoir qu'en fait, Salvatore Dali n'est pas venu pour écouter Freud. Il veut lui montrer un tableau dans lequel il y a son inconscient qui va forcément édifier Freud. Le tableau de Dali s'appelle, ça ne s'invente pas, Les Métamorphoses de Narcisse. Et Dali est le jeune ambitieux qui veut faire carrière et il s'impose avec ce tableau. Voilà. Et je vais vous faire parler aussi d'un autre livre de votre rentrée, parce que je ne voudrais pas rester que sur des choses comme ça, très, très, très pessimistes. Il y a un livre d'Alain Mabanckou qui s'appelle « Cette femme qui nous regarde ». Et en fait, Alain Mabanckou s'est dit, mais finalement, je suis prof à UCLA, je suis noir, je suis un militant, je suis Angela Davis. Et c'est ça qu'il nous raconte dans ce livre. Oui, Alain Mabanckou vit aux États-Unis depuis 20 ans, où il est donc professeur à UCLA, et il a, par son enfance, entretenu une rencontre, une conversation muette avec Angela Davis. Angela Davis, c'est cette
militante, qui est une icône aux États-Unis, à la fois de la cause noire et de la cause féministe. Et le livre s'appelle « Cette femme qui nous regarde », parce que quand Alain Mabanckou a grandi au Congo, il est plus jeune que Angela Davis. Angela Davis avait déjà publié un livre. Et ce livre était une espèce de référence dans sa famille. Et la couverture avec le portrait d'Angela Davis le regardait. Lui, enfant, évidemment, il n'avait pas lu le contenu, mais cette femme le regardait déjà. Et progressivement, il s'est familiarisé avec ces combats. Lui-même l'a vécu aussi dans sa chair, puisque il a aussi été victime en étant congolais d'origine noire de bien d'épisodes racistes. Et il montre à quel point Angela Davis a un combat actuel, parce qu'il part des premières heures de sa propre vie à elle jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis et en France. Et ça donne quelque chose de très intime et en même temps de très puissant dans la réflexion. Parce qu'il mêle le côté personnel de ses propres batailles à ce que défend depuis si longtemps Angela Davis. Ça me donne envie de faire une transition un peu abrupte avec un de vos livres, Philippe Robinet, pour les éditions Kalman-Levy. C'est que vous publiez un premier roman où il est aussi beaucoup question du rapport à l'admiration. Alors, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions. Hein. L'auteur s'appelle Anatole Édouard Nicolo. Il a écrit À l'ombre des choses. Et il a un père musicien, il a un frère rappeur qui va avoir beaucoup de succès, qui s'appelle Giorgio. Je ne sais pas si les gens qui sont là le connaissent, mais moi, mes enfants le connaissent très bien. Et j'ai trouvé ça très beau, ce livre, où il raconte comment on a un modèle et comment aussi... Finalement, c'est un peu austère l'écriture, c'est que son frère a du succès, il y a comment dire, un buzz autour de lui, comme on dit de nos jours. Et écrire, non, c'est prendre le temps de trouver sa voie. Et il oppose la force du rap et la fragilité de l'écriture, et c'est très moderne et très touchant. Oui, et c'est aussi un livre sur le déclassement, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une famille. C'est l'histoire d'une famille dans une petite ville de province, et une famille qui tout d'un coup explose. Le père, la mère se séparent et du coup, la mère se retrouve dans un foyer avec ses deux garçons, ils sont jeunes. Et comment, à un moment donné, ce déclassement, parce que la famille avant était une famille d'artistes, comment ce déclassement va pouvoir donner deux artistes à la fin, celui que vous évoquez qui va devenir rappeur, son petit frère qui va écrire et qui, avant d'écrire, a vécu une vie absolument... étonnante pour se sortir justement de là. Et comment est-ce qu'ils arrivent à sortir de ce déclassement? Donc ce livre, il est vraiment important. C'est un premier roman. C'est un premier roman complètement ancré sur notre époque, avec une écriture qui est une écriture, moi, qui m'a énormément touché quand je l'ai reçu, parce qu'effectivement, on se dit que, et c'est d'ailleurs assez troublant dans ce que j'ai entendu jusque-là, c'est qu'on n'est pas déconnecté de notre époque. C'est-à-dire que vous allez diffuser bientôt cela, je crois, au mois de juillet. Bon, on voit que tous les livres résonnent assez fortement avec l'époque. Et cette résonance de comment est-ce qu'aujourd'hui, dans cette famille, on se trouve déclassé, comment on arrive à s'en sortir, et comment on arrive à s'en sortir par l'art et par l'écriture, c'est quelque chose d'absolument important. C'est vrai que, et vous remerciez tout le monde tout à l'heure en disant les libraires, les journalistes, tous ceux qui sont là, mais aussi dire merci d'organiser ça, parce que je crois que ça va être diffusé. Non, mais ça va être diffusé près du 1er juillet, et on a aussi des choses à dire, et tout ce qu'on dit, c'est des choses aussi sur la société d'aujourd'hui. Et je crois que Anatole Édouard Nicolo, c'est un roman, on est dans le romanesque, mais on est dans cette frontière du romanesque avec le réel. C'est ça qui est intéressant comme premier roman, qui est très abouti. Nous, on a fait le choix d'avoir un premier roman dans la rentrée littéraire. Je crois que éditer, c'est choisir, et c'est pour ça qu'on s'est tous cristallisés autour de ce livre. Merci. Écoutez, ça me fait penser, et peut-être que c'est pas la meilleure transition, mais vous avez un livre qui m'a un peu fait penser à celui-là dans cette rentrée, c'est celui de Xabi Molia qui s'appelle La vie ou presque. Il s'appelle Chabi, parce qu'il est basque. Oui, pardon. En plus, Xavi, c'est illisible. Chabi Molia, La vie ou presque. Et c'est aussi l'histoire de la construction d'écrivains. Et je trouve ça intéressant d'ailleurs qu'on passe du monde en général, de la politique à des choses plus intimes. Et alors là, l'auteur, il n'a pas fait dans la facilité. Il s'est dit, tiens, je vais inventer 3 écrivains, puis je vais raconter leurs œuvres, et puis leurs interactions, et puis ce qui va marcher, puis ce qui ne va pas marcher. Enfin, vous avez toute la vie finalement, toute une vie littéraire à travers 3 personnages qui représentent des pôles dans ce qui peut arriver à un écrivain.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que Chabi, c'est un écrivain qui aime les autres écrivains. Et comme tout provincial, il est monté à Paris à un moment donné. Il a gardé ses amis écrivains qu'il avait rencontrés en arrivant. Et certains ont eu des très belles destinées. Je ne citerai pas les noms, mais voilà, on les connaît tous. Et puis d'autres, des destinées plus crépusculaires. Mais tous ont continué d'avoir cette foi dans la littérature. Et il nous raconte 3 destins aux antipodes, comme ça, qui ne cessent de s'entrecroiser. Avec une question fondamentale, c'est une question qui dépasse d'ailleurs les vies d'écrivains, qui tourne autour de comment dire, savoir dans une vie ce qu'on est prêt à lâcher par rapport à nos idéaux de jeunesse, avec quoi on est prêt à faire des compromissions. Cette question-là, elle porte ces écrivains sur une longue période, puisqu'il nous emmène jusque dans les années 60-70. De ce siècle. De ces siècles. On peut peut-être 2050. parler de la dysphorie littéraire qu'évoquait Olivier Nora ce matin, en expliquant qu'effectivement, il y avait des nouveaux courants littéraires qui surgissaient à des périodes un peu précises, comme ce qu'on appelle la rentrée littéraire. Et cette dysphorie littéraire, elle s'incarne au Seuil à travers la publication, je crois que c'est un premier texte, de Anouk Chevelzon, Le bleu n'abîme pas. Alors on se souvient pour certaines et certains d'entre nous du choc créé par le livre de Fatima Das il y a 2 ans, je crois. Et ce livre se situe dans une sorte de courant, entre guillemets, alternatif pour dire la réalité de ce qu'on appelle les quartiers, entre guillemets, périphériques, la vie quotidienne qui s'y installe, les espoirs qui leur sont éventuellement promis. Et ce livre est construit aussi avec différents registres littéraires qui ne sont pas homogènes. Oui, on a 2 premiers romans, celui d'Anouk Chevelzon et celui de Monia Adjali. C'est ce qui est Qui s'appelle L'Extase. L'Extase. Ce qui est frappant, c'est que toutes les 2, elles viennent du monde de la poésie. Et que ça se retrouve dans ces écritures-là. Il y a quelque chose de très générationnel. Elles s'emparent de tous les styles pour les mélanger, leur mettre à leur sauce. Dans le livre d'Anouk, ce qui est très beau, c'est qu'elle met le doigt sur une chose dont on ne parle pas si souvent. Elle a évolué, son personnage évolue dans un milieu assez simple, mais avec une forte valeur ajoutée d'un point de vue culturel, puisque la mère est professeure de philo, elle a accès à la culture, mais tout en vivant de manière absolument humble. Et c'est intéressant de voir comment, toutes les 2, pour leur génération, elles se posent la question de comment on est ici en France quand on a 30 ans et qu'on est l'héritier de grands-parents qui, pour le cas d'Anouk, viennent de 3 continents différents, dont un grand-père Peul. Et elle pose sans arrêt cette question, puisque elle, ça se voit physiquement et qu'on lui parle de son exotisme, de ses cheveux frisés, etc. On lui demande sans arrêt d'où elle vient. Et voilà. Et ça va être dans les archives de l'INA qu'elle va trouver une réponse à cette question, puisque son grand-père Peul, à qui on posait déjà la question d'où vous venez, disait le plus important dans la vie, c'est pas ça, c'est de savoir où on va. Alors, je voudrais parler aussi d'un coup de cœur que j'ai éprouvé en lisant une autrice qu'on lit depuis longtemps, qui n'était pas du tout publiée au Seuil. Je ne sais pas pourquoi son éditeur l'a lâchée ou pourquoi elle a voulu aller chez vous. Prenons les choses positivement. Elle s'appelle Julia Deck et elle publie un livre absolument bouleversant. Là aussi, on peut parler de dysphorie littéraire à l'intérieur du même texte, puisque les chapitres alternent entre eux, mais ils sont d'un genre différent. Ça s'appelle Anne d'Angleterre parce qu'il s'agit de la mère de l'autrice. Je pense que ça doit être la mère de l'autrice et ce n'est pas tout à fait un roman. Et cette Anne d'Angleterre, la fille raconte l'histoire de cette jeune femme qui arrive en France quand elle a 20 ans et ce qu'elle va y vivre. Et dans les chapitres qui alternent et qui sont vraiment remarquables, il y a une thématique qui traverse pas mal de romans aussi en cette rentrée, qui est qu'est-ce qu'on fait quand on est une fille et qu'on devient la mère de sa propre mère ? Comment on fait avec ce corps qui a perdu la mémoire, qui a perdu la mobilité ? Plus personne n'en veut de ce corps-là, et pourtant c'est sa mère, elle l'aime, et elle va essayer d'expliquer dans ces chapitres qui alternent comment on peut faire aujourd'hui dans notre société pour pouvoir continuer à aimer sa mère jusqu'au bout, sa mère dont elle pressent qu'elle est toujours consciente, même si elle ne peut rien exprimer de ce qu'elle perçoit. Ce
Ce qui est incroyable dans ce livre, mais ce qui était déjà le cas dans ses précédents livres, c'est la construction. Puisqu'il y a 2 fils narratifs comme ça. Un qui part d'un fait très simple et malheureusement banal dans nos vies, le moment où sa mère a une attaque cérébrale et bascule de l'autre côté. On lui annonce à l'hôpital que les jours sont comptés et qu'il faut qu'elle se prépare à la mort de cette mère. Et elle, qui s'était toujours défendue d'être dans l'autofiction, plonge à plein. En plus, elle est fille unique, elle a été élevée par cette mère célibataire, donc vraiment, elle raconte cette fusion tout en s'en... elle cesse de s'en excuser, mais on sent un amour inconditionnel entre ces 2 femmes. Et elle part à la quête d'un secret de famille qu'elle n'arrivera jamais à obtenir, elle n'aura jamais la clé de la bouche de sa mère puisqu'elle ne peut plus parler, mais elle va remonter jusque dans les années 30, dans le milieu ouvrier en Angleterre dont est issue sa mère, pour raconter l'itinéraire d'une femme absolument incroyable puisqu'elle n'aura cessé de déjouer les assignations de la société. Et le titre, moi je le trouve magnifiquement trouvé parce qu'elle en fait le portrait d'une reine en réalité. Mais vraiment, ce qui est incroyable, c'est qu'elle arrive à faire que ces 2 récits se rejoignent et elle arrive à une pure fiction, au final. Je ne peux pas m'empêcher de passer la parole à Philippe Robinet pour lui parler de Sandrine Roudex, Le silence des ogres, parce que là, ce n'est pas une recherche de la mère, c'est une recherche du père. Et vous allez me dire, on en a déjà lu, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur a réussi quelque chose dont je pense que c'est un peu un tour de force, c'est que dans ce type de roman, on attend toujours des révélations sur le père, sur la relation. Et elle, en fait, non, elle raconte vraiment comment elle s'en est sortie. Et finalement, le père, elle s'en fout un peu. Et elle c'est comment elle s'est sortie de son père, plus que de qui est son père. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant, une sorte de psychanalyse réussie. Oui, et puis c'est un livre qui est vraiment autour de ces 2 pôles-là, du pôle psychanalytique et du pôle de cette réalité dans laquelle elle est. On est dans un salon du livre, comme beaucoup de nos auteurs-autrices en côtoient, et tout d'un coup, il y a un homme qui arrive en face d'elle et qui lui dit « Je suis un ami de Patrice ». Et je là, ne sais pas qui est Patrice. Sidération totale. Non, mais Patrice lui dit, Patrice, c'est le nom de son père, mais pour elle, son père, il est loin, il est parti très loin en Afrique. Et en fait, son père, il habite à côté de ce salon, il habitait, puisqu'il vient de décéder. Et là, tout d'un coup, elle se retrouve avec cette figure paternelle qu'elle n'a jamais vraiment connue, et elle va à la recherche de cette figure paternelle. Et dans cette recherche-là, elle va aller en psychanalyse, et effectivement, pour essayer de comprendre cette figure du père par rapport à la mère, ce père qu'elle a rejeté, ce père qu'elle voyait loin, parce que ce père qui était vraiment la somme de tout ce qu'elle détestait, il était parti quand elle était jeune. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Effectivement, dans son titre, Le silence des ogres. Le silence des ogres, pourquoi ? Parce que dans sa psychanalyse, elle a cette image métaphorique que l'on connaît bien, qui est l'image métaphorique de la forêt. À l'intérieur de la forêt, il y a des ogres. Comment est-ce qu'on va apprivoiser, combattre ces hommes ? Comment est-ce que la figure de la mère va être une figure qu'on va voir un peu différente ? On est en littérature, on est vraiment dans un roman de l'intime. Vraiment, très fortement. J'avais envie d'enchaîner sur le livre de Yann Kefedek, La Méduse noire, parce que là on vient de parler de plein d'auteurs féminins et d'autrices d'ailleurs. Les auteurs féminins, c'est bien. Hein. Et alors, ce que je trouve intéressant chez Kefedek, c'est que, alors bon, lui ça se passe pendant la guerre d'Algérie, on est dans la virilité, la violence, mais il n'est pas pour, c'est un spécialiste, il connaît, c'est un homme, il sait nous raconter ça, et en même temps il montre à quel point c'est délétère, ces rapports à l'honneur, à la guerre, à la virilité. Oui, c'est un livre, ça fait 40 ans que Yann Kefedek a obtenu le prix Goncourt. Et depuis, dans ces 40 ans-là, il a beaucoup écrit sur la Bretagne, il a fait beaucoup de récits, et là il revient avec un roman. Il revient avec un roman, mais effectivement, comme vous le disiez, très à la Yann Kefedek de cette grande époque. On est juste après les années 60-62. On a un garçon, Eddy, qui arrive à Marseille et qui arrive dans son train et il prend le train. Il arrive à Marseille en bateau, et il prend le train pour aller où ? Pour aller chez lui, là où son père l'attend, mais en fait, il n'a pas envie d'aller voir ce père. Ou prendre le train pour une destination inconnue qui sera Paris. Dans ce train, il va rencontrer Agnès. Un amour fou va naître. Alors là, on retrouve Yann Kefedek avec son écriture absolument foisonnante. De cet amour va naître un enfant. Ils sont à Paris. À Paris, il y a une boutique de fleurs, pas très loin de leur maison. Une boutique qui s'appelle La Méduse noire. Et la Méduse noire, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait toutes les tentations que cet homme peut avoir. Ces tentations, comme vous le disiez, tentations de ces rencontres de grande virilité, tentation de bar, tentation de femme, tentation d'une vie qui n'est pas cette vie-là. Et comment est-ce que cet homme-là va pouvoir se reconstruire ou choisir, surtout qu'en plus,
Quand il est arrivé en bateau, quand il a pris ce train avec une mallette fermée, une mallette de soldats. Et on va découvrir que quand il va ouvrir sa mallette, à la fin, on va comprendre beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on retrouve l'écriture de Jan Kefelec dedans. C'est un roman, je suis très heureux qu'il soit revenu à cette forme romanesque. On parlait de pas de côté, et mes transitions sont des transitions, hein, je m'en excuse, mais il y a Caril Ferret, qui est un auteur de polar bien connu, qui publie Magali chez vous, et j'ai envie de dire, c'est un peu le roi de l'intrigue complexe, et là c'est pas très complexe, hein, si c'est attaqué au cas des joggeuses, et on sait, c'est le mari la joggeuse, hein, généralement, donc c'est l'anti-thriller, à la limite, d'écrire sur une joggeuse, et pardon si sur Magali. Donc, Caril Ferret, effectivement, a publié encore récemment un livre qui s'appelait Okavango, qui a eu un très beau succès, et il est habitué à inventer des intrigues à l'autre bout du monde. Et bien là, il s'est produit l'inverse, et pour une raison très précise. Il a été comme happé. Un matin, alors qu'il écoutait France Culture, il entend la disparition inquiétante d'une femme, Magali, qui ne joguait pas, mais qui aurait pu effectivement faire un petit court-circuit. En train de courir. Et Magali vit à Montfort-sur-Meux. Et Montfort-sur-Meux, je vous mets au défi de le placer sur la carte. C'est dans le Meux. C'est pas du tout. C'est dans l'Ille-et-Vilaine, en grande banlieue de Rennes. Mais c'est là où il est né et il a grandi. Et donc, il s'arrête stupéfait. Il n'est pas particulièrement habitué effectivement aux faits divers, mais il se dit « mais qu'est-ce qui m'appelle là ?» Et donc, il part à Montfort-sur-Meux, il retrouve à la fois le village où il a grandi et en même temps qu'il s'est métamorphosé. Je ne voudrais pas faire de raccourci sur ce qui se passe aujourd'hui, mais précisément, il voit que le village n'a plus tous les cafés et l'ambiance qu'il avait connue de son enfance, mais quand même assez abîmée. Et il va rencontrer les gens sur place, il va notamment rencontrer des faits diversiers à Ouest-France, et il va essayer de comprendre ce qui est arrivé à Magali. Et on sait d'emblée que Magali a été tuée par son mari, mais l'histoire est un peu plus complexe que celle-là. Et ce qui est intéressant, c'est la démarche très intime et personnelle de Caril Ferret, avec sa personnalité très forte. Il a un style qui est inimitable et qui, du coup, porte cette histoire apparemment beaucoup plus simple que celle de ces grandes fresques romanesques. Mais voilà. vous avez quand même une grande fresque romanesque dans votre entrée, et un polar, un thriller, sauf que ce thriller se passe à la cour de Louis XVI, et c'est La Reine du Labyrinthe de Camille Pascal. Oui, alors Camille Pascal, vous le connaissez sans doute, puisqu'il avait reçu il y a quelques années le Grand Prix de l'Académie française pour un livre qui s'appelait L'été des quatre rois. C'est un excellent romancier, mais là, je dois dire qu'il a cassé la baraque. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une histoire magistrale, à la fois qu'on connaît tous sans vraiment en posséder les éléments. Il s'agit de l'affaire du collier de la reine. Je précise tout de suite que ce ne sont pas les ferrets de Louis XIII et d'Anne d'Autriche qu'on a tous vus sur nos écrans avec les Trois Mousquetaires l'année dernière, mais du collier de la reine Marie-Antoinette. Cette histoire est construite sur le face-à-face de deux femmes qui sont très impressionnantes. La première, c'est donc Marie-Antoinette, qui est cette reine en 1787, qui pense être au sommet de sa gloire. Et face à elle, elle a une jeune femme qui s'appelle Jeanne de Valois, qui a tout perdu et qui veut essayer de retrouver une belle vie, qui veut retrouver le luxe de la cour. Et elle invente quelque chose d'extraordinairement audacieux, gonflé, enfin même un peu hallucinant, qui est qu'elle va voler un collier qui avait pas moins de 650 diamants, j'imaginais discret, qui vaudrait l'équivalent d'à peu près 25 millions d'euros aujourd'hui, qu'elle prétend aller donner à Marie-Antoinette. Et pour cela, elle utilise un pigeon. Le pigeon, c'est le duc de Rohan
qui est très fortuné, qui est celui qui va acheter donc le collier, qui va le financer, et qui va se faire complètement embobiner. Et c'est un peu le casse du siècle, parce que Jeanne, non seulement écrit de fausses lettres au nom de Marie-Antoinette, va recruter une jeune Parisienne qui ressemble un peu à Marie-Antoinette. Elle l'habille à la manière de Marie-Antoinette, elle l'emmène dans les jardins de Versailles et elle la fait passer pour Marie-Antoinette auprès de ce fameux duc de Rohan. Et du coup, Rohan paye. Et évidemment, elle part avec le collier au lieu de le remettre à Marie-Antoinette. Mais ce qui est assez génial dans ce livre, c'est qu'on a tous toujours entendu dire « Ah, c'est le complot de la reine, Marie-Antoinette était très victime ». Et en réalité, l'histoire est beaucoup plus complexe. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à un thriller, vous avez raison. J'aime beaucoup la gourmandise avec laquelle vous en parlez. On a vraiment envie parce qu'on est complètement accroché page à page à ce destin de ces deux femmes qui, effectivement, est proprement incroyable. Et puis, donc, on croit que c'est le complot dont Marie-Antoinette est victime. Et en réalité, elle a tellement elle-même tiré de ficelle, manigancé, qu'elle est en réalité largement responsable de ce qui se passe. Et on est en 1787. Et en fait, c'est vraiment ce qui explique 1789. Il y a une bascule politique entre Versailles et Paris qui fait que la Révolution est déjà là. Et quand le procès, parce qu'il y a un tonitruant procès qui se passe, quand le procès met en Bastille Rohan, Jeanne de Valois, eh ben, la Bastille, en fait, elle est déjà prise. Et Camille Pascal, il a un style absolument virtuose, il s'amuse, on s'amuse. Enfin, c'est très, très saisissant. Justement, il y a un autre livre dans cette rentrée où il est beaucoup question d'histoire, et donc je tente encore une transition discutable, c'est Les grandes patries étrangères de Guillaume Sire aux éditions Calman-Lévy. Alors là, on est un petit peu plus tard, on commence avec la Première Guerre mondiale et on finit avec la Deuxième. On ne peut pas dire que Guillaume Sire s'est dit je vais prendre la partie la plus rigolote du siècle. Ouais, et puis mais il a une manière incroyable de la raconter. Oui, voilà, c'est ça. Une question en fait, un peu plus ouverte. On a un livre avec une écriture qui est absolument étonnante. On pourrait dire que c'est le livre des émotions, c'est le livre de comment est-ce qu'on arrive, avec l'écriture, à faire passer des sensations, à faire passer des émotions et à faire passer cette hypersensibilité du héros du livre, de Joseph. Joseph, il est jeune au départ du livre, il est très jeune, et puis il a une maladie qui s'appelle la maladie des choses, qui fait qu'il sent tout. C'est-à-dire que Joseph serait là, il passe sur votre main sa main, et il voit votre état, il voit comment vous allez faire la prochaine transition, il voit tout ça. Il est dans une hypersensibilité aux personnes. Et Joseph, il va rencontrer Amina. Amina, elle est la voisine du dessous. Amina, c'est son contraire. Amina, elle est fermée. Amina, elle est complètement verrouillée. Et va naître cette histoire d'amour, mais au-delà de ça, c'est comment notre sensibilité, cette hypersensibilité, est écrite dans les mots de Guillaume Sire. Guillaume Sire, vous savez, il a obtenu le prix Orange, là, il y a quelques années. Il a une façon de raconter l'histoire, et toujours en mettant de la mythologie dedans, qui est absolument épatante. Et là, il réussit effectivement ce tour de force de prendre la période, qui n'est pas, comme vous le dites, la période la plus drôle de notre histoire. Et il en fait un livre extrêmement touchant, et un livre autour des sentiments, un livre autour de l'amour. Et ça fait du bien aussi d'avoir des découvertes d'écriture comme ça. C'est vrai qu'effectivement, on pense peut-être, et c'est une tarte à la crème ce que je vais dire, au parfum, c'est-à-dire c'est un personnage comme ça, voyant, et en même temps qui va nous balader dans toute l'époque, puisqu'il y aura des républicains espagnols, des SS, il va être question de piano, de nourriture, C'est l'écriture de Guillaume Sire, c'est absolument ample dessus. Mais absolument ample. Toujours, on traverse cette époque, et on reste super attaché à ces personnages. Quand on les rencontre, on ne les quitte pas, et on ne quitte pas son écriture. Et il est très à part dans les romanciers, parce qu'il arrive à faire ça. Oui, alors il a cette particularité, et c'est un détail, et je ne juge pas les livres qu'à cela, rassurez-vous, mais d'écrire un gros livre avec des chapitres très courts, ce qui fait qu'à chaque fois on se dit, bon, encore un chapitre et je m'arrête, et puis voilà, le jour se lève. Oui, ce que vous me disiez tout à l'heure, en commençant, vous me disiez, j'ai commencé, il était tard, j'ai commencé ce livre-là, vous aviez un peu de livres à lire pour cette réunion, et puis en fait, vous n'avez pas arrêté, parce que on les aime, ces personnes, et on aime cette écriture, et on découvre un auteur au summum de ce qu'il a pu produire jusque-là.
Je crois qu'on arrive, même si on a été assez rapide, mais on arrive peut-être au bout. Vous êtes très efficace. Est-ce qu'il y a, Motimono, un livre de cette rentrée dont on n'a pas parlé, dont vous aimeriez dire un mot Très rapidement, on peut parler du livre de Corinne Royer, parce que pour le coup, il nous embarque dans un tout autre pays. Il se passe en Roumanie, dans le delta, au large de Bucarest. On commence les pieds dans l'eau, avec une famille de tziganes, pêcheurs, 6 enfants, un père veuf et un chien, très important dans le livre. Et ce livre est incroyablement lyrique et émaillé de folklore, de légendes roumaines. Voilà, c'est une merveille qui nous embarque durablement. Rappelez le titre du livre parce que... Ça s'appelle bien sûr, donc c'est le livre de Corinne Royer qui s'appelle Ceux du lac. Alice, moi, je vais vous parler d'un coup de cœur. C'est pas le petit genou de l'année, mais c'est un livre que j'adore. Ça arrive. Et il n'y a pas d'âge pour le talent. C'est l'avantage de ce métier, même on peut continuer assez longtemps. On a des bonnes surprises. Voilà, il s'agit d'Éric Orsena, avec qui j'ai longtemps travaillé lorsque j'étais chez Stock. Et il avait partagé une idée, une rêverie un jour. Et puis... il avait commencé de l'écrire, et puis là-dessus, Vincent Bolloré achète, etc. Ce que j'allais vous dire, on m'avait dit quand on était rédacteur en chef, il fallait pas parler d'Orsena parce qu'après, mais en fait si, bon bah tant pis. Voilà. Et donc Éric Orsena a des lignes très cohérentes, dont celle de critiquer la politique de Vincent Bolloré et donc de ne pas publier dans les maisons qui appartiennent à son groupe. Et de fait, on a pu retrouver ensemble... J'ai cru comprendre que ce n'était plus votre cas. Voilà, et on a pu retrouver ensemble ce roman qu'il avait commencé d'écrire donc il y a quelque temps et auquel il tenait, mais qui était un peu resté en sommeil, et qui s'appelle La 5e saison. La 5e saison, un roman vénitien. Pourquoi ? Parce que Éric imagine une Venise frappée une fois de plus par un grand paquebot de touristes qui menace la ville. Et là, les éléments de la nature disent « ça suffit ». La folie des hommes, on en a marre. Donc, ça suffit. Et le « ça suffit » se matérialise par une nuit. La ville reste bloquée à 2h du matin. Et la ville retrouvera la lumière du jour lorsque les hommes auront compris qu'il faut modifier quelque chose à leur existence. Et puisque le temps s'est arrêté, la barrière entre les vivants et les morts n'a plus sens. Et qui réapparaît du loin de ces enfers, c'est Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi qui voudrait écrire un opéra, un ultime opéra après ces 4 saisons, qui donc s'appellera la 5e saison, pour essayer de réconcilier l'eau, la terre, l'air et le feu. Et cela permet à Éric Orsena d'évoquer Venise, d'évoquer ce qu'il aime, la musique, puisque c'est un grand mélomane. Et évidemment, la préoccupation de départ, qui est une préoccupation de cette montée des eaux qui arrive et de cette ville qui est mise en péril par la folie des hommes, trouve un final que je me garderai bien de vous raconter, mais qui est vraiment la preuve qu'un romancier a vraiment des idées bien à lui et assez merveilleuses. Voilà. Toujours cette gourmandise qui donne envie de lire les livres. Philippe, je sens qu'on va passer à votre rentrée étrangère. Quelque chose me dit que... Oui, alors non, on peut rester sur la rentrée française. Si on veut dire un mot dessus, effectivement, parce que ça fait plusieurs années qu'on a tous ces mêmes questionnements autour de combien de livres doit-on publier à la rentrée. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que par rapport à nos amis libraires, on doit plus, moins produire, etc. Bon, on a été assez radicaux. C'est-à-dire qu'on s'est dit on va publier un premier roman et on va publier 3 romans de romanciers qui ont déjà publié. Là, depuis tout à l'heure, on a parlé d'un premier roman d'Anatole Édouard Nicolo. On a parlé de Sandrine Roudex. On a parlé de Guillaume Cyr.
et on a parlé d'Yann Kefelec. Donc en fait, on a parlé de l'ensemble de la rentrée de Kalman Levy, et on va rester comme ça. C'est qu'on va rester comme ça fait 2-3 ans, 3 ans qu'on fait ça. D'ailleurs, c'est un exercice assez intéressant parce que ça veut dire qu'on doit, ce que je disais tout à l'heure, cristalliser l'ensemble de la maison autour de quelques livres. C'est vrai que Kalman Levy, c'est l'histoire qu'on a commencé en 1836, et c'est toujours ça. C'est toujours de se dire, on va essayer de choisir et de dire quelque chose, et qu'avec ces livres-là, on l'a vu tout à l'heure, on passe de livres qui parlent de la société, des livres qui sont extrêmement littéraires. Je pense qu'on décrit une petite ligne et un petit peu de choses qu'on a envie de dire. Donc on va rester sur ce témoignage-là, peut-être. Écoutez, c'est très bien, c'est un propos plus général, et je crois que tout le monde essaye de produire le plus de bons livres et le moins de... Bref, des questions qui se posent à tout le monde, et je ne vous demande pas d'enchaîner, et je vous remercie. Vous savez, il y a une chose qui est assez simple sur l'histoire des bons livres, parce qu'on demande ça. Il y a Somerset Maugham qui a cette belle phrase qui est de dire vous savez, il y a 3 critères qui définissent un best-seller ou un bon livre. Il n'y en a que 3. En fait, c'est assez facile. Le problème, c'est que personne ne les connaît. On va rester là-dessus, en effet. Merci beaucoup.